et bienvenue à l'émission Cause toujours, une collaboration entre la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides. Je m'appelle Cynthia Lissa Dubé et j'ai le grand honneur d'être entourée de deux autrices qui ont une feuille de route impressionnante. Alors Nancy Lange, vous êtes autrice de 12 livres publiés au Québec, au Mexique et au Japon. Vous êtes poète, artiste de spoken word, traductrice, organisatrice d'événements et journaliste. Vous êtes lauréate d'un prix provincial de la chronique littéraire, du Grand Prix littéraire de la ville de Saint-Jérôme, finaliste au prix artiste de l'année Calque Laval, on parle de 2020. Oui. Et vous êtes présidente fondatrice du regroupement Rappel Parole Création, qui est axé autour de la poésie, si je comprends bien. Non, Rappel Parole Création, c'est un regroupement qui accueille des auteurs et des autrices de toutes les disciplines et aussi des artistes. Et c'est un regroupement qui est basé à Laval, mais il y a des membres jusqu'en Belgique. Wow! Et votre dernière publication, c'est aux éditions de La Grenouillère, Traduire les lieux, Origine, qui est disponible en format papier, mais aussi en version augmentée EPUB 3 avec narration, musique et visuel intégrés. Bonjour et merci d'être ici. Merci beaucoup de m'accueillir. Monique Parizeau, vous êtes née à Québec, vous avez passé tous vos étés à Saint-Vallier, qui est situé sur le bord du fleuve entre Québec et Montmagny. Vous avez été enseignante de français et de littérature pendant plus de 30 ans au Cégep de Saint-Jérôme. En tant qu'écrivaine, vous avez publié des nouvelles, 5 romans, dont La fiancée du vent, qui est l'histoire de la Corriveau, et Jeanne Barret, qui rend hommage à la première femme à avoir accompli le tour du monde au 18e siècle, déguisée en homme. Oui. Vous êtes co-autrice des Flâneries laurentiennes qui étaient fait en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides. Vous êtes de plus journaliste et correctrice. Oui. Et votre travail se distingue. Vous avez eu une mention au prix Robert Clich. Vous avez été finaliste au prix Elle Québec, deuxième prix au concours de prix littéraire de Radio-Canada. Deux de vos romans ont été soumis au prix littéraire du gouverneur général. Et en 2020, vous vous êtes mérité le prix d'excellence en français Gaston Miron, décerné conjointement par la Société nationale des Québécoises et des Québécois Région des Laurentides et par le Mouvement Québec français des Laurentides. Félicitations. Bien, merci. Je crois que c'est un honneur mérité. Vous maniez la langue avec bonheur. Vous écrivez avec fluidité. Alors, merci d'être ici. C'est moi qui vous remercie. Et moi, bien humblement, je suis une jeune autrice avec des cheveux gris parce que j'ai fait des longs détours avant de publier. Un de ces détours-là, c'est que ça fait 11 ans que je suis bénévole à la branche culturelle, un organisme à Brownsburg, Chatham, et 8 ans en tant que présidente. Mais heureusement, c'est un long détour qui m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et c'est comme ça que j'ai pu fonder ma maison d'édition avec mon conjoint, Mario Chabot. On a 6 publications à notre actif et j'ai écrit Dr Maud, qui est juste ici, l'histoire... un roman biographique sur une pionnière de la médecine qui s'adresse aux 10-14 ans, mais qui peut aussi plaire à un public adulte, à ma grande surprise. Alors aujourd'hui, on vous parle de s'inspirer des lieux et de l'histoire dans l'écriture. On va commencer avec Nancy. Dans le fond, traduire les lieux et origines, c'est une démarche qui est partie vraiment des lieux. Oui, moi, le travail autour des lieux, ça fait très longtemps que ça fait partie de ma pratique, de même que la collaboration avec des artistes de d'autres disciplines. Pour ce qui est du livre papier, c'est une collaboration avec le photographe Robert Etcheverry, qui est un très grand photographe. Et on a revisité ensemble les lieux de la ville de Laval. C'est une traversée à la fois historique et intimiste, je dirais, parce que c'est un travail qui mélange l'histoire, la grande histoire des lieux avec la petite histoire et des gens qui ont vécu.
incluant les membres de ma famille, c'est-à-dire mes grands-parents qui vivaient dans les Laurentides, mes parents qui vivaient à Laval et moi qui vis dans les Laurentides et à Laval. Alors, Laval était longtemps tout le développement vers la route du Nord, hein, ça passait par Laval. Alors, quand on parle de l'histoire de Laval, c'est très relié à l'histoire des Laurentides. Ce qu'on a fait, Robert et moi, en fait, moi, j'ai identifié différents lieux qui sont archétypaux dans des villages, dans tous les villages du Québec, parce que Laval, c'est le regroupement de plusieurs villages pour former une ville. Ça a d'abord été des villages, des paroisses distinctes. Alors, une paroisse, ça commence par l'église. Tous les villages du Québec commencent par l'église. Alors, il y a l'église, mais il y a différents lieux archétypaux, comme le pont, la petite école du village, les champs, les espaces cultivés, bon, etc. Et pour chacun de ces lieux-là, on a un poème et un petit texte en prose. Alors, par exemple, si je regarde le texte qui est autour du pont, alors je parle du pont qu'on empruntait, nous, toutes les fins de semaine pour aller chez mes grands-parents dans les Laurentides. Alors, je vais lire un paragraphe, par exemple. L'hiver, nous dormions tous les samedis soirs chez mes grands-parents, dans la maison où ma mère avait grandi, à Saint-Antoine-des-Laurentides. Mes parents, moniteurs de ski, devaient arriver tôt sur les pentes du mont Avila. Le samedi matin, dès 7h30, nous prenions donc la route du Nord, baptisée boulevard Curé-Labelle, en l'honneur de celui qui convainquit les agriculteurs d'aller installer sur des terres, loin au nord de Sainte-Rose, pour y arracher des arbres et cultiver la misère dans un sol qui semblait ne savoir faire pousser que des roches. Alors, ici, par exemple, je travaille autour du thème du pont, mais ça me sert à raconter l'histoire du développement. Et puis, ailleurs, dans un poème, je vais raconter toutes les étapes de ce pont-là qui a déménagé 3 fois sur la rivière. Et j'ai fait un poème qui s'appelle « L'itinérance des ponts ». Alors, ça commence à l'époque des patriotes. Pont Porteus, les patriotes te brûlent en vain pour stopper les Anglais. Pont privé Plessis-Bellaire, baignoires et promenades, ombrelles et crinolines affluent au labyrinthe insulaire. Sur la rive, pauvre comme Job, Marc-Aurèle Fortin immortalise les ormes. Malard, grenouille, outarde, musique brodée vive à la lisière du marais. Pont Marius Dufresne, démolie et reconstruite, la route file en flèche vers le nord. Miel et saccage, maisons, villes, autoroutes, viennent les voitures en torrent. L'ancien nom autochtone de la rivière s'est perdu au fil du temps. Lui restent fidèles, outardes, canards, hérons, sur la route de migration non monnayable. C'est un livre qui est tellement riche. On a l'impression que vous avez fait des coups de pinceau. C'est des touches de couleur. Puis après ça, quand on a fini de le lire, il nous reste un beau tableau. C'est vraiment magnifique, ça. Oui, merci beaucoup. Est-ce que on peut faire un parallèle avec La fiancée du vent? En fait, vous vous êtes inspiré ou Saint-Vallier s'est imposé à vous puisque vous y avez passé vos étés? C'est par Saint-Vallier que vous avez appris l'existence de la Corriveau. Oui. Quand j'étais petite, il y a beaucoup de Corriveau à Saint-Vallier. Puis quand j'étais petite, je croyais vraiment là, à tous les mensonges qu'on a racontés sur la Corriveau. J'étais sûre qu'elle avait tué 8 maris, qu'elle leur versait des plombs chauds dans les oreilles, qu'elle était vraiment un monstre. C'est en vieillissant que j'ai dit « Hey, Monique,
c'est une légende. Est-ce que c'est vrai? Et j'ai pris contact avec les Corriveau de Saint-Vallier. J'ai fait des recherches et c'est bien sûr que l'histoire de la Corriveau, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la première légende québécoise. La chasse-galerie, ça vient d'ailleurs. Mais l'histoire de la Corriveau, c'est vraiment là, notre légende à nous. Donc, on est parti d'une personne qui existait vraiment. Tout à fait. Et on a construit une fiction autour d'elle. On a construit une fiction monstrueuse autour d'elle. Et mon but, ce que j'avais dans la tête, c'était vraiment de lui redonner un prénom. Que ça soit plus la Corriveau, mais que ça soit Marie-Joseph. Puis quand j'ai écrit une bonne partie à Saint-Vallier, une bonne partie à Saint-Hippolyte aussi, mais quand je l'ai écrit, ça s'est su à Saint-Vallier que Monique a écrit un livre là, sur la Corriveau. On est venu me voir et on m'a dit « Fais pas ça. Pourquoi elle a encore parlé d'elle? » Puis j'ai essayé de leur dire « Non, là, ça sera pas ce que vous avez déjà... Ça rentre pas dans la légende, là, la mauvaise comme Marie-Joseph, là. » J'ai dit « Je veux lui redonner, comme je vous disais, un prénom. Je veux lui redonner la femme qu'elle était et qu'elle méritait d'être. » Ce qui fait que au début, les gens n'étaient pas contents. Les Valliérois n'étaient pas contents. Est-ce qu'ils ne voulaient pas continuer à ternir sa pas réputation? Continuer. Est-ce qu'ils l'aimaient quand même un peu? C'était partagé. Écoutez, ils devaient l'aimer un peu parce que les 3 enfants de Marie-Joseph, malgré là, qu'elle ait été exposée à Pointe-de-Lévis là, dans une cage de fer de même, là, les 3 enfants ont marié des Valliérois ou des Valliéroises. Donc, ils devaient se sentir un peu coupables, je pense, les gens de l'époque. Peut-être rappeler pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi l'histoire de la Corriveau? De quoi on l'a accusée? Bon, on l'a accusée, comme je disais, d'avoir tué 8 maris, d'être une femme pas de vertu. Donc, d'être un peu la folle dont il faut se méfier. Parce que c'est vrai que Marie-Joseph, elle aimait la liberté. Elle aimait se promener, sur la grève les jours de grand vent. C'est pour ça que j'ai appelé mon roman « La fiancée du vent ». Simplement parce que elle était différente, mais ce qu'elle était riche. Riche là, dans tout son savoir, son amour, tant pour ses enfants, mais aussi pour tous les lieux qu'elle partageait. Elle aimait les couleurs, elle savait regarder. Et c'est ce qui m'a un peu intéressée. Donc, quand les gens sont venus pour me dire « Non, Monique, là, t'écris pas encore un livre, là, t'écris pas un livre encore sur la maudite Corriveau, on veut plus rien savoir d'elle. » Et j'ai dit « Vous verrez. » Et je me souviens qu'un soir, ça a été un gros moment de bonheur. Il y a un soir, je finissais mes cours au cégep, je rentre dans mon bureau, le téléphone sonne, c'est un Corriveau qui me dit « Merci, merci, madame, vous lui avez donné, là, vous lui avez redonné, là, un prénom. » Et c'était vraiment mon premier but, là, qu'on sorte de Marie-Joseph monstrueuse à une femme qui aimait simplement la vie, le vent, les couleurs, les paysages, les monticules, mais qui était une femme extraordinaire. Puis j'imagine qu'il y a eu d'autres témoignages aussi de gens qui ont apprécié connaître une autre version de la femme. Bien, écoutez, à Saint-Vallier, après ce roman-là, tous les étés, on fait une fête à la Corriveau, à Marie-Joseph. Ça se ramasse à l'église, mais il y a une année, on l'a transporté sur son chariot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les villageois qui font cette pièce de théâtre-là. Donc, ils se déguisent, là, comme à l'époque, là, au 18e siècle. Ils se déguisent, etc. Bon,
Parfois, on apporte Marie-Joseph dans un chariot. L'an dernier, elle était dans une cage de fer, toute pognée comme ça, là. Mais à chaque année, on lui rend hommage. Et donc, je pense que mon livre a eu ce pouvoir-là de lui redonner, comme je vous le disais, je radote, mais de lui redonner un prénom. Et c'est plus la Corriveau. Et maintenant, même la bibliothèque de Saint-Vallier, qui est en dessous de l'église, bien, ça s'appelle la bibliothèque Marie-Joseph Corriveau. Et voilà, le lieu, on revient à la thématique de départ Oui. où l'histoire a marqué le lieu aussi. Mais moi, je voudrais dire une chose, parce que moi, je l'ai lu, ce livre-là, je me rappelle pas, je crois que j'ai fait un article dans Trace sur ce livre-là. C'est un livre magnifique et un des personnages les plus importants de l'histoire, c'est le lieu. Ouais. C'est le lieu. C'est tellement poétique, c'est tellement bien écrit. Alors, quand tu as dit la fiancée du vent, bien, il y a la fiancée et il y a le vent et tout cet espace-là du bord du fleuve. C'est extraordinaire. C'est superbement écrit. C'est gentil. Vraiment. Mais Saint-Vallier, pour moi, c'est mon cœur. Ouais. Je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas passé tous mes étés à courir sur la grève, à marée basse, à marée haute. Mes parents avaient installé 2 lois. Quand les cloches de l'église sonnaient, il fallait rentrer. Donc, on avait une liberté inimaginable. Donc, Saint-Vallier, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui m'a fait. C'est vraiment, là, Monique ne serait pas Monique sans Saint-Vallier. Dans le fond, on pourrait m'appeler, au lieu de Monique Parizeau, Monique Saint-Vallier. Oui, Monique de Saint-Vallier. Oui. On voit que le lieu a une influence non seulement sur l'histoire, mais aussi sur la petite histoire. C'est une nuance qu'on va apporter tout à l'heure au cours de l'émission. Oui. Moi, je vous transporterais à Saint-André d'Argenteuil. Oui. Parce que c'est vraiment le lieu qui est le point de départ de mon livre, Docteur Maude. C'est quand j'ai visité le musée régional d'Argenteuil, à Saint-André d'Argenteuil, que la directrice, Lynne Saint-Jacques, me fait connaître son personnage préféré, qui est Maude Élisabeth Abbott. C'est la 2e femme à être diplômée de médecine au Québec. On connaît beaucoup plus Irma Levasseur, qui est arrivée quelques années plus tard. Donc, Irma, c'est la première francophone. Alors que Maude, elle, c'était une anglophone. Donc, c'est pour ça que nous, les francophones, on la connaît moins. Et puis, c'est une femme qui a été parmi les premières à aller à l'université. On a parlé dans l'histoire des pays d'en haut, là, des Donaldas. Oui. Alors, Maude en faisait partie. Les Donaldas, c'était des femmes qui ont été à l'université grâce à l'argent de Donald Smith, qui a été riche grâce au CN, puis à la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, c'est le lieu qui a marqué Maude Abbott, et à la fin de sa carrière, quand on lui a montré la porte de l'Université McGill où elle enseignait la médecine, elle s'est consacrée à l'histoire de Saint-André d'Argenteuil et elle a fondé le musée qui existe encore aujourd'hui. C'est beau. Alors, ça clôt notre premier segment. On vous revient tout de suite après pour parler de l'histoire qui influence notre écriture, toujours en compagnie de Nancy Lange, Monique Parizeau et Cynthia Lissa-Dubé. Rebienvenue à Cause toujours, une collaboration entre la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides, en compagnie de Nancy Lange, Monique Parizeau et Cynthia Lissa-Dubé. Cette fois-ci, dans notre 2e segment, on va parler de comment on s'inspire de l'histoire. Moi, quand j'ai appris l'existence de Maude Abbott, déjà, j'étais intéressée à savoir plus de son histoire. J'avais le goût de la fouiller. Puis j'avoue que de fouiller dans les archives, ça a été un jeu pour moi. C'était agréable. J'étais à McGill, j'étais au musée aussi. J'ai lu des lettres, des journaux intimes, des biographies, des documents. Pour moi, ça, c'était vraiment un jeu. Mais j'avais un gros défi parce qu'il fallait que je fasse parler une femme qui est née en 1869, qui parle avec un langage empoulé, qui est un peu lourd pour les lecteurs d'aujourd'hui. Et là, j'écrivais un livre qui était destiné à des jeunes.
Donc, pour moi, c'était un défi d'arriver à mettre les bons mots pour que ce soit représentatif, que je la trahisse pas, mais en même temps que ce soit agréable à lire. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vraiment pris les paroles qui venaient de son journal intime. J'ai pris des extraits de lettres, mais je les dépouillais, en fait. Donc, la modification que je pouvais faire, c'était d'en retenir l'essence pour que la façon de s'exprimer soit intéressante pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis, une trouvaille magnifique que j'ai faite, j'ai vraiment été chanceuse, c'est que j'ai trouvé une étudiante de McGill qui a fait son mémoire de maîtrise sur la correspondance de Maude Abbott avec sa sœur en particulier. Et là, j'ai trouvé une richesse d'anecdotes, une richesse d'événements cocasses qui se sont passés, d'épreuves qu'elles ont traversées, surtout pendant... Maude, elle a été se spécialiser en Europe après son université ici à Montréal. Elle a été suivre des cours avec différents hôpitaux, différentes institutions, et sa sœur l'accompagnait. Sa sœur qui, elle, allait pratiquer le piano. Et c'est là que sa sœur est tombée malade. Et Alice, qu'elle s'appelle, sa sœur, finalement, Maude a dû s'en occuper toute sa vie. Et ça fait partie de toutes ses décisions dans son choix de carrière, dans ses choix de vie, qu'est-ce qu'elle a eu à faire après. Alors, c'est ça, c'est Barbara Brooke qui m'a vraiment été d'une extrême utilité. Là, ça a été agréable d'avoir toute cette richesse d'informations-là. Puis j'avais aussi... moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Maude, je me faisais dire des choses comme quoi elle était maladroite, elle faisait des gaffes, elle était un petit peu timide, elle était facilement impressionnable. Et je me suis rendu compte, en multipliant les sources, puis en multipliant les époques des sources, comment la personne était beaucoup plus complexe, qu'elle avait une grande richesse, puis qu'elle n'était pas si naïve que ça. Les émois des premiers temps, quand elle fait son discours de diplômée, elle est passionnée, c'en est un peu comique dans la candeur qu'elle a pour s'exprimer, mais en fin de vie, c'est une femme qui a un gros bagage d'expérience, qui a dû se battre pour garder sa place. Elle a un humour incisif, un humour un peu à la britannique. C'était quand même une Anglaise, hein? Et puis, je trouvais que c'est un beau défi de montrer la richesse de la personne et pas la fixer dans un moment, parce que les écrits, c'est souvent ça que ça fait, hein? Alors, c'est comme ça que j'ai abordé l'histoire. Pour Maude, j'aurais tellement d'autres choses à dire, mais je veux aussi entendre Monique sur comment vous avez travaillé. Est-ce que c'est l'histoire qui vous intéressait ou est-ce que c'est comment je pourrais dire ça? L'histoire est un matériau intéressant en soi, mais oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit un roman historique comme La fiancée du vent ou Jeanne Barrette? J'aurais sûrement pas écrit Jeanne Barrette sans La fiancée du vent. Faut dire que c'est une période, Marie-Joseph, elle a vécu, dans le fond, dans une période historique très importante, puisque c'est la conquête anglaise. Donc, le procès qu'elle a eu, puis ça, je pense que c'est important, le procès qu'elle a eu, qu'elle a subi, ne s'est fait qu'en anglais. Son avocat parlait que français. Donc, dans tout le procès, là, ni Marie-Joseph, ni son avocat ne comprenaient rien de ce qu'il disait. Ce qui fait que, ils ont été complètement dépassés. Donc, c'est une période historique parce que je raconte là, la montée des bateaux anglais sur le fleuve, l'importance que ça a pu avoir. Bon, les villages qui ont été brûlés, là, il y a eu beaucoup de villages qui ont été brûlés. Les Anglais, vraiment, là, Beaumont, etc., là, jusqu'à Montmagny, etc., ils brûlaient. Et jusqu'à Québec. Donc, pour moi, l'histoire, j'ai pas de petite histoire. J'ai juste une grosse histoire. Ce qui est bien dans le livre de Nancy, c'est qu'elle marie les deux. Donc, elle marie la petite histoire des rues, des ponts, avec des grandes périodes historiques, ceux de Laval, etc. Moi, je suis plus restée au niveau historique de ce temps-là, parce que ça se passait quand même tout de suite après la conquête. Donc, on peut pas ignorer
si Marie-Joseph avait été jugée à un autre moment, je pense que ça aurait été complètement différent. Sauf que je pense que vraiment, ce fut le premier procès après la conquête anglaise et les Anglais ont vraiment voulu mettre leur pouvoir sur la table. C'est pour ça que, au début, on voulait l'exposer dans sa cage de fer, on voulait l'exposer à Saint-Vallier, mais les Anglais ont décidé de l'exposer d'abord au Plaine d'Abraham, et là, elle a été transportée à la pointe de Lévis, où là, elle est restée plusieurs jours jusqu'à temps que, mon Dieu, les villageois à côté se plaignent parce que l'odeur est effroyable. Les oiseaux venaient la manger, là, littéralement, tu sais. Donc, c'est pour cette raison-là que, j'ai voulu la faire partir avec le vent. Donc, lui donner cette liberté-là. Je pense que la dernière page du roman, j'ai le temps, mais la dernière page du roman, c'est le père de Marie-Joseph qui vient voir sa fille. Lorsque le père Corriveau se rendit à l'endroit où est exposé le cadavre de sa fille, Marie-Joseph Corriveau n'était plus qu'un corps en décomposition qui recevait la pluie et dont se nourrissaient les oiseaux. Il tenta, en hurlant et en leur jetant des pierres, de chasser les charognards qui se tenaient sur les branches, près de ce qui restait du corps de son enfant mort. En continuant de hurler et en tremblant de tous ses membres, il ne put qu'observer le regard fou des oiseaux se poser sur les barres de fer, entrer dans la cage, puis s'envoler avec, dans le bec, des morceaux de chair. C'est terrible. C'est terrible et c'est le rôle du roman historique de nous ramener aux dimensions humaines parce que les livres d'histoire vont passer par-dessus ces détails-là. Hein? Dans le fond, les livres historiques nous amènent souvent, je pense, dans l'intimité de ce qui n'est pas souvent dit. Si on regarde les livres d'histoire ou même les cours d'histoire qui peuvent être donnés, on est dans les grands faits. Mais on n'est pas dans ce quotidien-là, cette façon-là qu'ont eu les gens de vivre ces périodes historiques-là. Moi, je trouve que tu fais une large place à la petite histoire là-dedans. Peut-être que, oui. Je ne sais pas, que tu t'en rends pas compte, mais il y a une large place parce qu'il y a plein de scènes. Premièrement, ça, c'est la fin. Mais toute la partie avant, c'est elle vivante, vibrante, habitée d'un désir de liberté incroyable. C'est un personnage féminin formidable. Puis, il y a tellement de rôles secondaires aussi autour d'elle. Puis, c'est comment les gens vivent et sont et tout ça. Et c'est bien plus intéressant, ça, que... Le plus intéressant, c'est pas le fait qu'il y ait les bateaux qui passent sur le fleuve, c'est qu'est-ce que ça fait aux gens. Puis tu nous donnes vraiment accès à son intériorité, puis à l'intériorité de plusieurs personnages. Fait que moi, je trouve qu'il y a la petite histoire dans la grande histoire. Oui, c'est clair, parce que comment les gens vivaient à cette époque-là. Tu sais, là, l'hiver, tout le monde couchait à côté du poêle à bois, là. Ils ne couchaient pas dans leur chambre, comment ils attendaient le printemps, comment ils ramassaient des oiseaux pour aller manger un peu plus tard. Je pense au passage des oies blanches, entre autres, où vraiment, là, ça passait par milliers, et ça passe encore par milliers, mais c'est toute la petite histoire, comment les gens vivaient quotidiennement, ce qu'ils mangeaient, comment ils jardinaient. Comment ils jardinaient, etc. Comment ils fêtaient. Oui, comment ils fêtaient. Donc, la petite histoire est dans le quotidien. Puis la petite histoire est souvent liée aux femmes. Les hommes ont été associés aux rôles politiques, aux grandes conquêtes, aux grandes périodes dans les pays, mais pendant ce temps-là, pendant que la vie continue, les femmes en font beaucoup, puis c'est dans la maison qu'on va être affecté par les matériaux qui sont utilisés, par les techniques de construction. Je me souviens qu'il a été enseigné au cégep par un prof. Puis, le prof m'a invité. Donc, j'ai raconté, j'ai parlé, etc. Et à la fin du cours, il y a un gars en arrière qui lève sa main, puis il me dit
Est-ce que vous aimez les hommes, vous? Parce que, dans le fond, c'est vrai que je m'attache plus dans ce roman-là à décrire le quotidien des femmes beaucoup plus que celui des hommes. Mais je suis une fille. Donc, par le fait même, pour moi, j'ai toujours eu de la difficulté à écrire un roman. Ben, j'ai pas été capable d'écrire un roman où le héros est un homme. Parce que je pense pas comme un homme. Et par le fait même, ça m'apparaissait bien difficile. Peut-être que d'autres auraient pu, puis d'autres en seront capables. Mais Monique, c'est une fille, et par le fait même, mes personnages sont souvent beaucoup plus féminins que masculins. C'est pour ça que l'étudiant m'avait posé cette question-là. Mais pourtant, les hommes sont déjà très bien servis. Oui. Ils ont beaucoup de porte-parole, donc Oui. Je pense qu'ils ne sont pas Non, ils sont pas déficit. Là. Oui. Oui, puis moi aussi, je partage ça. C'est plus facile d'y aller de notre point de vue, fait que c'est sûr qu'on va amener nos préoccupations. Oui. C'est normal. Oui. Qui sont différentes. Mais on les aime, les hommes. Bien, c'est sûr. Certains. Bien, il y a quand même des personnages masculins qui ont une intégrité. Écoute, tu racontes l'histoire de la Corriveau, c'est sûr que ton personnage central, c'est elle. Puis ici aussi, c'est une femme docteur. Puis c'est des femmes qui sont, je crois, inspirantes pour nous. Et puis, je crois que une chose qui nous préoccupe peut-être aujourd'hui comme autrice, c'est d'honorer la mémoire des femmes qui ont été avant nous, parce que c'est une mémoire qui est beaucoup oblitérée ou qui est beaucoup transformée, qui a été transformée, et c'est pas nécessairement à l'avantage des femmes. Hein? Alors, mais il y a quand même des personnages masculins aussi qui ont une intériorité dans ton livre. Oui, quand même. Et puis, j'aime les hommes quand même. Aussi, hein? Donc, dans ton cas, Nancy, je te vois depuis le début, puis là, je te tutoie. Désolée. Donc, t'as pas de problème. Non, on est entre nous. Entre nous, on a l'impression qu'on se rapproche de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Dans Traduire les lieux origines, il y a vraiment une nuance importante à apporter au niveau de l'histoire qui a inspiré. Il y a plusieurs niveaux d'histoire qui se retrouvent dans ce livre-là. Oui, alors, donc, c'est une histoire qui débute parce que moi, j'ai commencé par les lieux, et les lieux m'ont amené à... Premièrement, en visitant les lieux, il y avait des photos que je souhaitais que Robert prenne, mais j'ai aussi beaucoup travaillé à partir du matériel que lui m'a ramené. Bon, on est allés ensemble, là, mais à partir... Donc, j'avais certaines choses que je souhaitais, et quand j'ai vu les photos, ça m'a aussi inspiré à écrire certaines choses. Mais d'autre part, j'ai fait la recherche historique autour des lieux que je souhaitais explorer. Donc, ça a commencé par les lieux. Et cette histoire-là, comme par exemple, je commence par l'église. Moi, à Laval, je vis à Sainte-Rose-de-Lima. Je me suis dit, comment ça, Sainte-Rose-de-Lima? Lima, c'est au Pérou. Comment ça se fait qu'on a une sainte du Pérou qui est la patronne de cette paroisse-là? Parce que normalement, la religion, on rattache ça au Québec beaucoup à l'Italie. Hein, le Vatican, le pape, je commence ça le Pérou. Alors là, j'ai réalisé que, en faisant les recherches, que, c'est la première sainte native des Amériques qui a été canonisée. Donc, mais d'autre part, ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Moi, ma grand-mère faisait partie des filles d'Isabelle. C'est Isabelle la catholique, c'est la reine d'Espagne qui a envoyé ces expéditions-là en Amérique du Sud. En Amérique tout court, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils étaient pour trouver. Et mon grand-père faisait partie des chevaliers de Colomb. Donc, on a beaucoup plus de liens avec l'Espagne qu'on le réalise. Et c'est là... Donc, je suis partie des lieux pour explorer la grande histoire, pour me connecter finalement avec la petite histoire de mes grands-parents, de beaucoup de gens au Québec. Et aussi, j'ai réfléchi, si je continue sur cet exemple-là, j'ai réfléchi à cette femme-là qui avait comme patronne et comme idéal, là, son personnage idéal, c'était Sainte Catherine de Sienne, qui était une autrice et qui était la première femme déclarée docteur de l'Église. C'est la première qui a rédigé un... Puis là, je me suis dit,
tu sais, c'était une grande exaltée, Sainte-Rose de Lima. Puis je me suis dit, mais à une autre époque, là, au lieu de faire pénitence, pis ça, peut-être elle aurait écrit, peut-être qu'elle serait devenue autrice. C'était une passionnée, puis c'était la seule façon qu'elle avait d'exprimer sa passion. Et puis après ça, puis bon, donc, il y a tout ce chemin-là. Et après, je vais parler de l'emprise, mais pas d'une façon théorique, partant du quotidien, de l'intérieur, l'emprise de l'Église sur ma grand-mère, sur les femmes à une certaine époque, sur les gens en général. Je parle du bedeau aussi, qui est là, qui regarde l'Église, puis je l'imagine avoir des mauvaises pensées, puis se sentir super coupable, puis s'en aller à l'Église, placer ses fleurs, puis tout ça, puis dire, oh mon Dieu, puis se dire, je vais aller me confesser, tu sais, je l'imagine comme ça aussi, parce que je pense que ni les hommes ni les femmes, souvent, étaient heureux là-dedans, mais ils l'ont pas subi de la même façon. Alors, donc, je raconte ça, mais je raconte aussi des choses qui sont reliées à la vie de ma fille et de ma famille dans ces lieux-là. Et je pense que moi, je suis artiste à l'école et j'ai visité des écoles, entre autres à Saint-Lin, et j'avais montré mon projet à ce moment-là aux professeurs qui m'avaient invité dans leur classe. Et tout le monde se disait, on se disait, ça serait vraiment super de créer des projets où les élèves seraient encouragés à prendre eux-mêmes des photos et à écrire l'histoire des lieux où ils vivent et d'être fiers de découvrir les lieux où ils vivent. C'est important aussi, cette connexion-là, je crois, parce que dans la plupart des endroits, l'histoire des lieux, elle est oubliée. Elle n'est pas... elle n'est pas indiquée, il n'y a pas de plaque, etc., pour qu'on puisse la connaître souvent. Et ça donne peut-être aux jeunes l'impression de vivre nulle part, alors que tous les lieux ont une histoire et chaque maison, dans le fond, porte l'histoire de tous les gens qui y ont habité. Et le livre en fait un portrait magnifique. Je ne sais pas si tu voulais lire un extrait. Ce que j'aimerais peut-être dire pour finir... 25 secondes. Bon, ben je vais plutôt rajouter quelque chose. C'est que ce livre-là, il existe en format papier, mais il existe aussi dans une forme numérique très spéciale. Ça s'appelle un EPUB 3. Et les gens peuvent se le procurer aussi en ligne, là, à libra.ca. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un livre avec de la narration intégrée, de la musique et des visuels. Et ça aussi, ça rend ça très accessible pour des élèves ou pour des gens aussi qui aiment se faire raconter une histoire peut-être aussi. Et c'est comme, ça donne une espèce hybride entre le film et le livre. On termine là-dessus. On vous revient pour le 3e segment. Bonjour, bon retour à Cause Toujours, une émission en collaboration avec la TVCL et l'Association des auteurs des Laurentides. Je suis Cynthia Lissa Dubé en compagnie de Nancy Lange et de Monique Parizeau. Quand on a préparé l'émission, il me semblait évident qu'on avait, outre la thématique de l'histoire et des lieux, on avait une présence féminine importante, de par les 3 autrices, pour commencer, et par les sujets qu'on abordait dans nos livres. On l'a déjà abordé un petit peu, hein, le fait que les femmes sont souvent oblitérées dans l'histoire. Les femmes sont souvent le sujet de la petite histoire, de l'histoire domestique, l'histoire du quotidien qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les grands livres d'histoire. Monique, vous avez écrit l'histoire d'une femme exceptionnelle. Oui. Qui a vraiment été vous chercher, vous intéresser au point où vous avez écrit cette histoire-là. Parlez-nous de Jeanne Barrette. J'ai découvert Jeanne un peu par hasard, en ce sens que après avoir écrit La fiancée du vent, il y a La conquête. Et là, bon, Bougainville est obligé de retourner en France. Donc, ça m'a intéressée. J'ai dit, tiens, je vais lire. Quand il est arrivé en France, le roi
lui a demandé, Louis XV lui a demandé, il n'y a pas de Français qui a fait le tour du monde. Il faut qu'il y ait des Français qui fassent le tour du monde. Et il organise le voyage avec, on est au 18e siècle, donc là, c'est le siècle là, vraiment de... On ne croit, tout ne vient pas de Dieu, il y a des explications. Et c'est tous des scientifiques qui s'y montent sur le bateau l'Étoile, qui va faire le tour du monde. Et le naturaliste de l'expédition, Commerson, avait un aide, une bonne brillante, qui était aussi intéressée que lui par tout ce qui était naturel, par les insectes, les plantes, les fleurs, etc. Et là, il partait tout seul. Elle n'était pas contente. Ce qui fait qu'elle l'a convaincu de faire le voyage, mais déguisé, non pas parce que les femmes n'avaient pas le droit. Hein. Un siècle avant, on avait interdit aux femmes de monter sur les bateaux d'expédition. Donc, c'était comme ça portait malheur. Ce qui fait qu'elle s'est déguisée en petit garçon et elle a vécu pendant plus qu'1 an en petit garçon, mais ça lui a permis de faire le tour du monde. Donc, c'est vraiment ça a été en lisant le tour du monde de Bougainville et une petite phrase, 6 mots. Aujourd'hui, nous venons de découvrir que Jean Barré est en fait une femme. Je me suis dit, ah, wow! Et là, j'ai fait des recherches. J'ai même travaillé là, au Musée de la Marine à Paris pendant 2 semaines. J'avais de la documentation, là, c'était extraordinaire. Donc, je pensais que j'étais convaincue que cette femme-là méritait quand même d'être connue. Puis je voulais aussi lui rendre hommage parce que c'est quand même incroyable tout ce qu'elle a fait. Et si c'était pas de vous, qui aurait raconté son histoire? C'est ça, je pense. En tout cas, pour moi, Jeanne... quand on écrit, hein, ça devient des êtres intimes. Hein. Pour moi, tu sais, c'est pas Marie-Joseph Corriveau, c'est Marie-Joseph. C'est pas Jeanne Barrette, c'est Jeanne. Et pour moi, Jeanne a été d'une intelligence incroyable. Et elle a aidé vraiment Commerson, qui est le naturaliste, qui était un peu fanfaron, qui n'était pas discipliné. Et elle, là, quand il revenait, là, parce que le problème de Jeanne Barrette, c'est qu'on est au 18e siècle, donc à quoi ressemblait Rio de Janeiro, Montevideo, le détroit de Magellan, quand ils l'ont traversé, tu sais, à cette époque-là. Donc, il a fallu vraiment que je fasse d'énormes recherches pour savoir, pour ne pas me tromper, parce que Rio, à cette époque, et Rio maintenant, c'est plus le même Rio, là. Ce qui fait qu'il y a eu énormément de recherches. Mais en même temps, ça a été un plaisir. D'abord parce que j'ai appris un tas de mots de marine. Tu sais, là, moi, un bateau à voile, je connaissais pas ça, hein? Mais j'ai eu quand même, là, j'avais des photos, j'avais des images, etc. Parce que comment il fonctionne sur le bateau, bien, il fallait pas que je me trompe. Donc, Jeanne, pour moi, c'est une femme extraordinaire parce que elle a osé ce que aucune femme n'avait osé avant, en tout cas dans ma tête, là, c'est-à-dire faire le tour du monde sur un bateau avec 120 gars déguisés en petits garçons. On a besoin d'histoires comme ça. Je pense que vous vouliez nous lire un petit extrait. Oui, hein? Oui? Ouais. Ah, j'ai mis oui, je l'ai. C'est Commerson qui parle. Imago Mundi ne cessait de clamer Commerson depuis que l'Étoile était en rame dans la baie de Rio. Cette formule, Imago Mundi, cette formule venue du Moyen Âge était parvenue jusqu'aux hommes du 18e siècle par Christophe Colomb, qui s'en était servi comme d'un énoncé magique qui l'incitait, l'aiguillonnait même, avait-il un jour écrit, à parcourir les mers du globe. Commerson la proclamait à tout venant, affirmant que la seule vue de cette baie valait toute la peine qu'il s'était donnée pour traverser l'Atlantique.
C'était tout autour de lui, le plus beau site, le panorama le plus merveilleux qu'il ait vu de sa vie. Il en avait oublié la dissection de ces poissons et des oiseaux pour se perdre dans l'admiration de ce qu'il découvrait du bateau. Jossigny aussi avait été estomaqué par les couleurs de la mer qui renfermaient toutes les nuances des bleus et des verts. J'ai voulu mettre il y avait un peintre, et j'ai voulu lui donner une importance à Jossigny parce que il montrait à Jeanne à regarder. Donc, il lui montrait à voir les nuances qui pouvaient exister. Tu sais, Jeanne, à un moment donné, elle dit, je vois juste que du gris. Puis là, il lui explique. Non, regarde, là, t'as un vert, là, t'as un peu de bleu, de l'indigo, etc. Donc, ça a été son maître à regarder. Puis je pense que on devrait tous avoir un maître à regarder. Ah oui. Dans notre oui. C'est vraiment bien dit. Vraiment. Nancy, les femmes aussi sont présentes. Pas que c'est un ouvrage féministe, il y a vraiment une parole accordée à tous là-dedans. Là. Il y a des personnages masculins comme féminins, mais il y a une belle sensibilité. Oui. Ça paraît que c'est une autrice qui l'a écrit, là. Ben moi, en tout cas, j'ai aucun problème à dire que c'est un ouvrage féministe, là. Je vois pas pourquoi je trouve que... Je connais pas votre livre, je trouve que ceci aussi est un ouvrage féministe et ceci aussi est un ouvrage féministe en ce sens que ça met en valeur des personnages féminins forts, libres et et ça réhabilite leur mémoire. Fait que ça, je trouve que c'est féministe de faire ça et que c'est tout à fait à propos de le faire. Moi, j'ai cette œuvre-ci, j'ai essayé de rendre hommage à des personnages de la génération de ma grand-mère. Mm-hmm. Et je trouve ça très important de se rappeler d'où on vient comme femme. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte de banque. Elle n'avait pas le droit de vote. Il y avait beaucoup de choses auxquelles elle n'avait pas accès. Quand tu n'as pas de compte de banque, je veux dire, tu ne peux pas faire grand-chose dans la vie, là. D'ailleurs, j'ai un poème que j'aimerais bien lire, qui fait suite, quand j'ai fait le poème qui parlait de Sainte-Rose de Lima, mais je la situais avec son lieu de naissance, son année de naissance, et tout de suite après, je parle de ma grand-mère dans un poème qui s'appelle « Chemin de croix ». Sainte-Anne des Plaines, 1927. Née pauvre au Québec, dépossédée de tes terres, ouvrière à la manufacture, à t'instruire seule, grand-mère. Tu deviendras fille d'Isabelle, jadis reine d'Espagne, patronne de ces catholiques explorateurs conquérants, ceux-là même qui enfantèrent Sainte Rose de Lima. Par l'Église, la charité et l'interdit, le ciel promis et le devoir conjugal, le courage et la sentence, la fierté rapiécée. 1000 secrets honteux derrière les rideaux sages des maisons de village. Fondatrice de caisses populaires, de centres d'aide aux filles-mères, tu gagnes du terrain, le droit de vote, de possession. Endureras toute ta vie ton mari, décapiteur d'enfance. Un homme, j'en ai eu un, je n'en aurai pas d'autre, diras-tu à sa mort. Des mots que je prendrai à tort à 12 ans pour de l'amour. Ce qui est intéressant dans le livre de Nancy, c'est que c'est comme une dentelle. Oui. Donc, une dentelle fait de l'histoire, du temps présent, du passé, de ce qui existe vraiment, puis de ta famille, de ce qui t'a touché, de ce qui a fait ce que tu es maintenant. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un livre qu'on lit une première fois, on le savoure, on va le mettre dans la bibliothèque, mais on sait très bien que dans pas longtemps,
on va le reprendre pour le savourer une autre fois. C'est certain. En tout cas pour moi. Oui. Merci beaucoup, Monique. Bien, alors oui, c'est une des choses qui traversent le livre, c'est de parler de personnages, de femmes qui ont fait la société dans laquelle on a tout un espace pour pouvoir écrire et pour pouvoir s'épanouir. Et puis, même s'il reste encore du chemin à faire, il y a quand même des grands espaces qui ont été déblayés de ce côté-là. Et je parle aussi d'un autre personnage qui est Laurette Charbonneau, qui est une dame qui a une ribambelle de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants et qui a vraiment semé une lignée. Ce sont des agriculteurs. Et elle, je veux dire, d'où elle est partie dans la vie, orpheline, très jeune, à s'occuper de tous ses frères et sœurs et avec une vie très difficile, mais quelle traversée. Et c'est sa famille aujourd'hui, ce sont encore eux qui se battent pour garder des terres cultivables à Laval, puis qui se battent contre les promoteurs, puis bon. Alors, je trouve que ces gens-là, c'est pas des gens qui vont faire les nouvelles et il y aura personne qui va mettre une plaque, mais c'est des gens tellement importants. Et de la même façon aussi, il y a un autre endroit où je raconte tous les étés enchanteurs que j'ai passés au lac Conley, à Saint-Hippolyte, chez mes grands-parents, et comment est-ce que la vie s'organisait autour de bonheur tellement simple. Oui. Mais c'est ça nos plus beaux souvenirs, c'est ça qui nous habite. Moi, je trouve que, en tout cas, la mise en valeur des femmes et de la parole des femmes, ça occupe une grande partie dans mon travail depuis plusieurs années. Et le 11 avril, je vais faire le lancement laurentien de mon livre « Traduire les lieux », mais on va commencer aussi une série d'événements qui s'appelle « Femmes de parole », où on va jumeler des duos d'autrices du Québec avec des duos d'autrices ailleurs. Bon, dans un premier temps, ça va être diffusé sur Zoom, mais ça va être animé du centre d'exposition. Et on va avoir plusieurs grandes nouvelles qu'on va annoncer le 11 avril. Des très belles choses qui s'en viennent pour les femmes, la mise en valeur des femmes en littérature et en art. Et puis, c'est une très belle collaboration avec le Centre d'exposition de Val-David. Et puis, aussi de créer des ponts entre le Québec et d'autres pays. Bien, je vais saisir l'occasion pour inviter les gens qui écoutent l'émission peut-être à suivre la page Facebook des auteurs des Laurentides. Comme ça, vous allez avoir accès à ce genre d'informations-là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre région, puis avoir accès à ces beaux événements-là qui sont importants. Merci de toute l'énergie que tu mets là-dedans. Oui. Merci. Puis aussi la page du Centre d'exposition de Val-David. Voilà. Qui est un lieu extraordinaire, qu'on est content de voir réouvrir là, après la pandémie. Oui, on a tous besoin de contact. Moi, je m'ennuie beaucoup des salons du livre. Oui. J'en ai profité pour parler de l'histoire de Maude à des femmes qui, je savais, elles n'allaient pas acheter le livre, mais pour moi, c'était pas important. Et j'ai reçu des témoignages de femmes qui me disaient merci de parler de cette histoire-là. Je pense que les femmes, il y a une belle sororité quand on parle des pionnières, des femmes d'exception. Les femmes sont contentes d'entendre ces histoires-là, sont contentes qu'on les partage, qu'on les écrive. Je l'ai écrit aussi, ce livre-là, beaucoup pour les jeunes, parce que je voulais leur donner un modèle, hein, puis leur faire connaître aussi les difficultés par lesquelles les femmes ont dû passer. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mon livre. Qu'est-ce qu'elle a dû faire pour faire reconnaître l'intelligence des femmes était supposément moindre à cause de la grosseur du cerveau, parce qu'elles avaient des menstruations. Il y avait des justifications aussi loufoques que possible. Et puis, dans le livre, j'ai mis des lignes du temps qui permettent aux jeunes de se situer. Puis, en fait, Maude Abbott, elle est morte en 1940. Hein, c'est l'année où les femmes ont obtenu le droit de vote. Donc, elle a vraiment vécu dans une époque charnière où il s'est passé plein de choses. Puis,
je voulais parler aussi de Gina Davis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la comédienne qui a joué Oui. dans Thelma et Louise. Elle a fondé un organisme qui promeut la diversité de genre, puis aussi d'accorder des rôles intéressants aux femmes au cinéma pour offrir des modèles. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est « If you can see it, you can be it ». Si vous voyez une femme qui accomplit des grandes choses, bien, vous croyez que c'est possible pour vous. Vous pouvez le faire, vous aussi. Et quand je vais visiter les écoles, les jeunes filles, je le sens que ça répond à un besoin. Elles sont contentes d'entendre cette histoire-là. Elles sont contentes de se faire dire « Hey, vous pouvez faire le métier de votre choix ». Elles apprennent des choses qu'elles ne savaient pas. Hein? Je leur parle au début là, du peu de choix qu'il y avait, là, infirmière ou secrétaire ou enseignante ou religieuse. C'était ça les choix qu'il y avait, mais qu'il y a des femmes qui ont... Secrétaire encore, là. Moi, Ça, c'était pour celles qui vivaient en ville. Voilà. Puis les enseignantes, c'était jusqu'au mariage, parce qu'après ça, ça se terminait. moi, j'ai 72 ans. Mon père m'a obligée à faire mon cours de secrétariat parce que pour lui, une fille, c'est une secrétaire, là. J'ai été... bon, où il a été brillant, il m'a envoyé dans une école anglaise, le Driscoll. I'm a girl of Driscoll College and I like to learn general knowledge for each girl to be a secretary. Ta, 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 ta. J'haïssais ça. Et à cette époque-là, il faut dire que mon père m'a eu quand même dans la cinquantaine. Pour lui, c'était impossible là, que je fasse des études avancées, universitaires. Donc, quand j'ai décidé vraiment que moi, j'allais à l'université, il m'a coupé toutes les vivres. C'était incroyable, là. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, là, que C'est ça. les femmes peuvent aller... Quand j'ai suivi mes cours à l'Université McGill, au département de français, j'étais la seule fille. Tout le reste, c'était des gars. On espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On aurait pu parler encore tellement plus longtemps. Suivez-nous, Cause toujours avec l'Association des auteurs des Laurentides. C'est à toutes les 2 semaines. Au revoir. Merci. Merci.